Let's talk different. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Ouais, moi je t'entends bien. Toi, oui, mais le micro, 1, 2, 1, 2. Check, check. Bon, égal. Bref, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, Ben, ça marche pas. déjà que ça. Alors, bref. Ça, c'est tous des outtakes. Je vais couper. Alors, mon invité aujourd'hui, il possède plusieurs cordes à son arc. Il est créateur de contenu, pédagogue, humoriste stand-up, coach média, guide touristique et modérateur radio. Mesdames et messieurs, et je te dis, ça fait une semaine que je m'entraîne à faire ça. Mesdames et messieurs, il y a Mikash Carvalho. Comment que c'est, Mikash? À l'aise et toi, tranquille? Ça va impec. Écoute, je profite pour te dire merci beaucoup pour l'invitation. Ah, bah, le plaisir, c'est vraiment que tu as accepté, en fait. Parce que, voilà, ça fait des mois qu'on en parle. Toi, tu es un mec de business, donc tu étais à gauche et à droite, Dubaï et tout ça. Ouais. Donc, au moins, on a trouvé le temps pour s'arranger pour faire tout ça. Ouais. Voilà. Bon, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, les peu qui ne te connaissent pas, présente-toi, s'il te plaît. Bah écoute, moi c'est du coup Mikash Carvalho, tu as déjà dit plein de choses. Hein. Je fais de la création de contenu, ça fait depuis presque 2 ans que je suis indépendant maintenant. Je suis stand-up comedian, je fais les plateaux au Luxembourg, Altstadthaus, Centre Le Wax Pétange, tous les grands théâtres. Qu'encore je fais de la modération de radio, mais de moins en moins, je suis en train de laisser ce projet de côté, malheureusement. D'accord. Coach média, j'aide les entreprises à booster les réseaux sociaux. Et je crois que j'ai un peu tout dit, quoi. Ah oui, bien sûr, et le plus important, je suis psychopédagogue. Je donne des formations aux classes, aux parents et aux équipes psychosocio-éducatives sur la sensibilisation aux réseaux sociaux et au harcèlement. D'accord. On va un peu venir en détail un peu sur tout ça. Mais la question on va retracer d'abord un peu ton parcours. Le petit Mikash, il était comment? Le petit Mikash, c'était le guignol de la classe. C'était celui qui se faisait souvent repréhender en classe. C'était quelqu'un déjà de très social quand même. Il faisait toujours des petites blagues quand même aussi. Les profs n'étaient jamais contents parce que je recevais le schwamm dans la gueule souvent. À l'époque, on pouvait jeter encore le schwamm. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. La bonne époque. La bonne époque. Il y avait même un qui me jetait la craie des fois. Il écrivait tuer plus tuer et après, boum, j'avais la craie sur moi. Mais aujourd'hui, je les remercie beaucoup parce que... Punaise, quand je vois mon parcours scolaire, c'est grâce à eux. Enfin, à un moment donné, j'ai reçu un déclic et le petit Mikash, il a changé. D'accord, ça va. Et le Mikash, était comment à la maison? À la maison, c'était toujours... c'est encore le même, hein, en fait. C'est celui qui rigole, celui qui fait des vannes, celui quand papa, maman parle sérieux. Il prend pas la conversation au sérieux, il change la conversation vers la comédie. Ouais, c'est quelqu'un, pas très sérieux en fait. D'accord. Et t'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un frère qui, Mikash Carvalho, lui, bon, il est en train de travailler là maintenant. Il a un travail formel, il est différent de moi. Okay. Il est presque jamais sur le téléphone, en comparaison à moi. C'est-à-dire c'est 2 mondes de salle, vous deux? 2 mondes différents. Par contre, lui, c'est mon bras droit. Dans tous les projets, il est là. Dès qu'il ferme son travail formel, il vient chez moi et on est ensemble et on fait tout ce qu'il y a à faire. Il m'aide beaucoup. C'est grâce à lui. Si je suis aujourd'hui où je suis, c'est grâce à lui. Hein. C'est lui qui fait tout. Le background qu'on ne voit pas en fait. D'accord. Alors, big up à lui déjà. Ouais, big up. Et en termes d'études, c'était comment? Alors, comme je te disais, moi, voilà, j'étais toujours le guignol. Et à un moment donné, j'ai redoublé une fois la 7e. Pourquoi? Parce qu'il y avait les hormones, j'étais plus intéressé aux filles, l'école, on connaît. Rien à foutre. Donc voilà, j'ai redoublé. Moi, de toute façon, j'avais 13 ans, je crois. Voilà. Après,
À un moment donné, j'ai commencé à étudier. Je suis arrivé en 9e et je me suis dit, wow, trop bien en fait, tu vois. J'ai réussi. Je me dis, vas-y, je vais faire une 13e. J'arrive en 12e et je prends tout à la légère. Et en 12e, je redouble à nouveau. Et là, je dis, non, pas moyen. Là, je prends vraiment les trucs au sérieux. Je suis descendu d'une 12e technique vers une 13e technicien. Okay. Et je me suis dit, je vais faire l'UNIF et on s'en fout ce que j'ai fait au lycée. Après, j'ai fait 3 ans d'études en éducateur spécialisé, en accompagnement psychoéducatif. Et après, j'ai fait un master en psychopédagogie à Lisbonne. Ok. Ouais. Bah, vu qu'on est déjà dans l'étude, pourquoi tu as pris ce chemin-là sur la pédagogie? On va dire, de tout ça, c'est une pédagogie. Ouais. Pourquoi tu as pris ce chemin-là après? Écoute, moi, je fréquentais la maison de jeunes Amigo, c'est en ville, et je voyais toujours les éducateurs. Et moi, je disais, ouais, il est trop cool le travail, tu vois. Nous, on jouait au kicker, et ils jouaient au kicker avec nous. On jouait à FIFA, ils jouaient à FIFA avec nous. Je disais, trop cool. Et quand j'ai pris les études en éducation, j'ai en fait remarqué que moi, ce que je voyais, c'était la petite pique de l'iceberg. Et je ne voyais pas tout l'accompagnement socio-éducatif qu'il y a en dessous de la mer, tu vois, de l'iceberg. Et donc, de base, moi, en fait, ce que je voulais, c'était jouer au kicker et à la play sans savoir tout ce travail. Et une fois que j'étais dedans et que j'ai connu le travail d'un éducateur, je me suis dit, waouh, en fait, je kiffe ça. J'étais toujours une personne sociale. Et avec mon aura et mon énergie, je voulais aider les autres personnes. Et voilà, quoi. Ok, bah, tout à ton honneur d'avoir fait ça parce que, comment dire, il y a des gens, ils ne trouvent pas leur voie. Toi, tu as trouvé ta voie, donc tant mieux pour ça. Et voilà, quoi. Mais tu t'as dit que tu t'es spécialisé aussi. Pourquoi cette spécialisation? Tu as dit que tu es socio... Psychopédagogue. Voilà, psycho machin chouette là. Ouais, la psychopédagogie, c'était... moi, j'étais pas prêt pour revenir au Luxembourg. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à mes 19 ans, je suis parti 10 ans du Luxembourg. Et dans ces 10 ans, il y a eu 3 ans où j'ai donc étudié mon bachelor. Et j'ai tellement aimé cette expérience culturelle outre-frontière que je me suis dit, non... je suis pas prêt, j'aimais l'université, j'aimais ce truc, j'avais toujours soif de savoir plus, d'en connaître plus. Et donc, après éducateur spécialisé, ce qui venait sur ma route, c'était la psychopédagogie. J'ai toujours été fan de la psychologie, d'étudier l'être humain, d'étudier une société. Et c'est pour ça alors que j'ai choisi après ce master. Ouais. D'accord. Ouais. Après tout ça que tu as fait, la pédagogie et tout ça, la psychopédagogie, pardon. Ouais. Tu as encore un autre chapeau qui est guide touristique. Oui. Explique-nous cet amour-là. Alors, guide touristique, moi, en fait, souvent on entendait la phrase, à ma génération, la nouvelle génération, je ne sais pas, mais ma génération, c'était Luxembourg, c'est de la merde. Luxembourg, c'est ça. Ouais, Luxembourg, c'est ça. Et moi, je n'étais pas d'accord. Nous, on a un pays tellement beau, mais tellement beau. Alors, je me suis dit, OK, moi, je vais vous montrer c'est quoi Luxembourg. Alors, j'ai commencé à faire guide touristique. Au début, c'était aussi pour arrondir mes fins de mois. Et j'ai connu des endroits merveilleux dans ce pays. Et par le guide touristique et par mes vidéos, j'ai pu montrer aux personnes quel beau pays qu'on a. On a vraiment un beau pays, que ce soit au nord, même au sud, au centre, partout. Et voilà, cet amour, c'était plutôt un amour du genre pour mon pays et pour dire aux personnes, non, vous n'avez pas raison avec votre phrase. Okay. On a un très beau pays. Okay. Bah, j'invite les gens à aller vous suivre ta page parce que franchement, même moi, j'ai vu pas mal d'endroits au Luxembourg, je dis à différence, au Luxembourg, mais en suivant tes activités et tout ça, j'ai vu des endroits que je me suis dit, c'est impossible que ça existe ici. C'est impossible. Malgré qu'on dit, oui, Luxembourg, c'est beau, je fais partie de la même génération qu'on dit, voilà, das ist nicht zu gesehen. Mais tu montres des endroits, des petits spots où on dit, ah ouais. Parce que tout le monde parle, c'est toujours la même chose. Moulatal, les trucs en ville, les musées et tout ça. Mais toi, tu as montré des endroits où je me dis... Ouais, vraiment. On a vraiment des pépites cachées. Hein. Combien de conquêtes t'as ramené là-bas? Alors, non, moi, mes conquêtes, c'est un truc typique, c'est les dry Echelon. Derrière, là, tu vois.
Les Dreieschlen. Et je suis pas le seul. Hein. Il y a eu beaucoup de Luxembourgeois qui ont utilisé cet endroit. Bah, le spot, il est connu pour ça, on va dire ça. Oui, comme ça. Voilà. Encore un autre chapeau que tu portes, c'est coach média. Oui. Explique-nous ça. Comment ça t'est venu de faire aussi le coach média? En fait, coach média, j'ai tellement tout essayé sur les réseaux sociaux parce que ça fait quoi, 3 ou 4 ans plus ou moins que je publie pratiquement tous les jours une vidéo. Et j'ai tellement étudié les algorithmes de TikTok, Instagram, YouTube aussi, même Snapchat. Et en connaissant ces algorithmes, il y a eu des entreprises qui me demandaient ouais, comment je fais pour avoir ça, pour faire ça. Alors j'ai créé une formation. D'accord. Où je leur dis, écoutez, moi j'ai une formation où il y a 4 packages. Si vous voulez, voilà, vous payez. Moi, je vous explique exactement comment faire booster vos réseaux sociaux. D'accord, d'accord. Et voilà, quoi. Si on voit aujourd'hui avec qui j'ai travaillé, prenons Zero Latency ou Restaurant Costco, etc., eux, ils ont des plateformes pour un restaurant. Je parle, ce n'est pas des influenceurs, c'est restaurant, une infrastructure qui... Voilà, pour une infrastructure, leurs réseaux sociaux sont actifs, fonctionnent bien, ils ont leurs views, etc. Et voilà. D'accord, Ouais. d'accord. Et aussi, il y a un truc, c'est important que je dois dire, c'était aussi, tout le monde faisait une erreur, une grande erreur, que c'était acheter des ghost followers, gaspiller de l'argent inutilement, qui va plus casser ton algorithme que t'aider à te faire connaître ou avoir de la visibilité. Et il fallait casser cette idée, quoi. D'accord, d'accord. Bah, c'est bien de savoir ça, en tout cas. Et voilà, le truc qu'on connaît le plus, c'est en comédie. Ouais. Ce qui fait qu'après, tu as pu faire tes trucs d'influenceur et tout ça. La comédie, comment est-ce que ça t'a frappé en toi que tu commences à faire de la comédie? Donc ça, c'est un truc de dingue. Alors ça, c'était au Brésil. Comme je t'ai dit, j'ai voyagé 10 ans et le Brésil a fait partie de ma vie aussi. Et moi, en fait, les vidéos, c'est venu beaucoup plus tard dans ma vie. Moi, j'ai commencé avec la comédie sur scène. D'accord. Et il y avait un grand comédien, j'étais à Palmas Tocantins, un endroit super perdu. Tu demandes à un Brésilien où c'est Palmas Tocantins, il va te dire jamais dans la vie, il y a eu un Luxembourgeois qui est allé là-bas. D'accord. C'est vraiment un petit truc. Et il y avait un grand comédien qui venait et il cherchait quelqu'un pour ça avant-première. Comme c'est petit, il n'y avait pas de comédien, il demandait des vidéos. Moi, alors j'ai envoyé une vidéo de mes histoires où je comparais la langue portugaise du Brésil avec la langue portugaise du Portugal. D'accord, Et moi, j'étais au Brésil pour faire mon stage de master. Et une petite anecdote, j'arrive en tant que, du coup, au Brésil, c'était en tant que psychopédagogue, ethnographe critique. Et je vais faire une activité et je dis, OK, les garçons, meninos, vous, rapazes, vous allez à gauche. Donc, les garçons, vous allez à gauche. Raparigas, vous allez à droite. Sauf que raparigas, c'est filles au Portugal. Oui. Et c'est péripatéticienne. Donc, je ne sais pas si je peux dire le mot. Ai-je le droit? Vas-y. C'est pute en portugais. En portugais du brésilien. Brésil. Et alors, il y a la petite fille qui me dit « La fille, c'est ta mère. La pute, c'est ta mère en brésilien. » Et moi, je lui réponds « Mais bien sûr que ma mère est une pute. Donc, pour moi, en portugais du Portugal, bien sûr, ma mère, c'est une fille. » Et il y a eu tellement d'anecdotes avec cette différence linguistique. Parce qu'à chaque fois, je disais des gros mots sans vouloir. Ouais, ouais. Et le mec, quand il a vu ma vidéo de toutes les anecdotes portugaises du Portugal et du Brésil, il a kiffé. Et j'ai fait mon premier 10 minutes sur scène au Brésil. Et c'était... C'est inexplicable, en fait, l'effet que ça m'a fait quand j'étais sur scène. D'accord, d'accord. Surtout quand il y a eu les applaudissements et tout. Et moi, après, j'ai donc créé un texte sur cette différence culturelle. Et là, ça a explosé, quoi. Ça a explosé et c'est là que toi, tu as eu envie de continuer sur ça. Ah oui, j'ai eu un amour pour la comédie de dingue. J'ai même... j'ai déménagé à São Paulo. Ma carrière, elle a commencé à exploser à São Paulo. Okay. Enfin, c'était un truc de dingue, ouais. Voilà. Mais si tu as commencé ta carrière là-bas au Brésil, ouais. Pourquoi tu es revenu? Et oui, alors pourquoi je suis revenu? Parce qu'il y a un très bon ami qui s'appelle Spookes qui m'appelle. Okay. Et là, Spookes me dit tu sais que tu as un prêt étudiant à rembourser de l'université? Et moi, ah ouais. Mais quand même, props à la Spookes, ils ont été super. Je leur ai dit, écoutez, je vais revenir au luxe pour payer ça.
Donnez-moi encore un an. Ils m'ont encore accordé un an en plus des 2 ans que j'avais droit. Ok. Trop cool, sans intérêt, sans rien. Je suis encore resté un an au Brésil. J'ai pu tout faire mes adieux comme il se doit au Brésil pour revenir au Luxembourg. À l'époque, 1 euro, c'était 5 réals. Donc, le prêt étudiant était 1250 réals, tout en sachant que 900 réals était le salaire minimum. D'accord. Donc, c'était très difficile pour moi de payer seulement ça pour un prêt et avoir encore ma vie brésilienne à côté, quoi. D'accord, d'accord. Ouais. Bon, après, bon, j'espère que c'est déjà payé. Oui, il manque encore un peu. Pas beaucoup. Alors, ça vient tout Presque à la doucement, fin, presque à la tout fin. doucement. Voilà, et à ton retour ici, comment est-ce que tu as pu te lancer ou quelle idée t'as mis de continuer dans le stand-up? Alors, quand je suis arrivé ici, j'étais en contact avec une personne au Brésil déjà qui s'appelle Daniel Motinho, qui aujourd'hui il a un personnage qui se nomme Justin Hallen. Justin Hallen, natuurlijk. Natuurlijk, Kansen. Et Justin Hallen n'existait pas à l'époque. Et lui, il voulait lancer la comédie au Luxembourg et D'accord. on était beaucoup en contact. Et moi, je disais, écoute, ici au Brésil, c'est comme ça, etc., etc. Et quand je suis arrivé, lui, il s'est dit, écoute, le Justin Hallen existait déjà parce qu'en parlant ensemble, etc., il a trouvé sa voix. Et il s'est dit, écoute, viens, on fait une vidéo. Justin Hallen, Mika Carvalho qui est de retour. Alors, j'ai fait une vidéo. Et après, de par Justin Hallen, j'ai fait une grande scène, c'était au Wallstadthaus, il me semble, et il y avait Alex Monteiro et Cheyenne. Cheyenne Mer. Ouais, exact, ok. Je crois que c'était ça. Ou alors c'était au centre Le Wax en luxembourgeois. Je me rappelle plus. C'était une des 2 scènes. D'accord, d'accord. Et là, le stand-up, il était dans le début des débuts. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est un des noyaux qui a commencé à ramener le stand-up vers le haut. Et moi, qu'est-ce que je voulais? C'est tout ce que j'ai appris dans le stand-up au Portugal, au Brésil, en France et en Belgique. Je voulais le ramener ici au Luxembourg. D'accord. Et voilà quoi. Et mes compatriotes, enfin Alex, Joss et Cheyenne, ils ont fait déjà un travail excellent. Et moi, j'ai que pu pousser encore plus vers le haut le stand-up. D'accord. Bah, alors, tu as de la chance parce que, moi, je dis pour moi, ici au Luxembourg, ceux qui ont vraiment propulsé la comédie luxembourgeoise, c'est le Daniel Motinho, Alex Monteiro, qui je pense était un des premiers qui a eu son spectacle. Oui, oui. Et le Cheyenne, Ouais. qui a un autre style aussi très particulier que j'aime bien. Oui, oui, oui. Donc voilà, donc tu as été bercé par les noyaux de Oui. ceux-là. Oui, oui. Voilà, mais comment toi, tu as pu faire ton chemin? Parce que c'est bien d'avoir son entourage, mais il faut que tu te démarques aussi des autres. Bah, en fait, c'est ça le truc. Une fois, j'ai parlé avec Alex Montero. Nous, on a une route qui était très similaire. Tu sais que nous, on faisait du stand-up dans des kebabs, mec. Des kebabs. Parce qu'on était des novices, tu vois. On D'accord, commence d'accord. petit. Et après, on faisait dans des, je sais pas, dans des bars et il y avait la Coupe du Monde qui se jouait à côté. Imagine-toi, tu fais un stand-up et tu as un match de Coupe du Monde, je sais pas, Brésil-Argentine qui passe à côté. C'est trop compliqué, très, très difficile. Et tout ça nous a donné une carapace. Moi, je suis arrivé ici, comme j'ai déjà raconté, on s'est connus, mais c'était jamais d'avoir un collectif. Chacun a fait son chemin. D'accord. Moi, ce que j'ai fait, j'avais un très bon ami, c'était Dino, qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Et avec Dino, on voulait faire ce spectacle, comme j'ai dit, de ramener un peu tout ce que j'ai pris à gauche, à droite et de le ramener aux rives de Clausen. Et Dino, il était à l'époque gérant du Zoulou. Et nous, on a voulu faire ça depuis le début. Donc moi, j'écris mon projet, je montre à Dino, écoute, regarde, et Dino, écoute, moi, je crois en toi, vas-y, on fonce. Moi, ok, j'étais prêt. Sauf qu'à ce moment-là, il y a mon cousin de 16 ans qui est décédé. À ce moment-là, bon, il est décédé avec 17, il était accroché aux machines, il a fait son anniv, voilà, accroché aux machines. Ok. Et là, pendant 1 an, c'était le blues. Voilà, j'avais le truc écrit un peu à moitié. J'ai pas continué. Après, je retourne chez Dino et je lui ai dit, écoute Dino, tu sais quoi, mec, mon cousin, il rigolait toujours de toutes les blagues. Même les blagues les plus merdiques qu'il y avait, mon cousin, il rigolait, tu vois. D'accord, d'accord. Je dis, moi, je vais faire ça pour lui. Je commence à écrire encore le projet et il y a le Covid qui arrive. Donc, encore un frein de 9 mois qui arrive devant moi. Je peux rien faire, j'écris quand même le projet. Et après, quand j'avais le projet fini,
Je voulais aller, je voulais appeler Dino, etc. On se donne rendez-vous et lui, il décède. Ouais. Donc la personne, mon associé, entre guillemets, quoi. À ce moment-là, encore une fois, il n'y avait pas moyen, j'ai dû me donner encore un an. Tout ça, c'est une histoire de 3 ans. Et après, quand j'ai réussi à faire le deuil de tout ça, j'ai eu ma première édition dans le stand-up qui devrait être faite avant Covid, qui s'est fait 2 ans après Covid, quoi, pratiquement. Okay. Et voilà, c'est comme ça, en fait. Et entre-temps, ce que je faisais, en fait, c'était des plateaux pour aider, en tant que comédien pour Alex, pour Cheyenne ou pour Joss dans les théâtres luxembourgeois, quoi. Mais là que tu parles que tu as eu tes 3 ans de frein, certains, ils auraient abandonné. Qu'est-ce qui t'a donné vraiment à toi la force de continuer, malgré que tu dis que c'est pour tes potes, mais il y a un truc qui t'a donné encore plus envie de continuer? Franchement, dans le stand-up maintenant, c'est toutes les personnes que j'ai perdues, en fait. Tu vois, quand je vois encore il y a peu de temps, j'ai mis une publication où j'ai dit qu'est-ce que je donnerais tout pour m'énerver avec mon petit cousin parce qu'il prend ma cassette rouge de Pokémon et il joue avec Dracofeu, tu vois. Et non, c'est moi qui dois évoluer Dracofeu, tu vois, enfin qui dois lui donner plus de level up. Et qu'est-ce que je donnerais tout pour m'énerver avec lui et dire non, tu prends pas ma cassette, tu vois. Ça, et après toutes les autres personnes, Dino avec qui j'avais ce projet, je me suis dit non, alors je vais faire pour eux. Déjà qu'ils sont pas là, non, alors je vais faire pour eux. Et voilà, c'est ça qui m'a donné la force dans la comédie, de pas lâcher le truc. D'accord. Bah, peu à leurs armes, là où ils sont. Ouais. Et comment? Et voilà. Bon, en tout cas, ça se voit que c'est un truc qui te tenait vraiment à cœur, tout ça. Et que pour l'instant, tu es sur le très, 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 très bon chemin. On va dire ça comme ça. Et dans la comédie aussi, il y a sûrement des gens qui t'ont influencé. Mis à part les 3 d'ici, il y a des gens qui t'ont aussi influencé pour te dire, voilà, on va se lancer dans ça. C'est qui les personnes qui t'ont influencé ou l'humour que tu as, on va dire le style d'humour que tu as? Bah, là, c'est des personnalités. Déjà, moi, je suis un grand fan de Gad Elmaleh, Florence Foresti. Les anciens, mec. Je suis un 90, du coup, moi, je les kiffe énormément. Mais après, moi, en fait, mis à part eux, j'ai beaucoup bu de la source brésilienne. Du coup, il y a un Tiago Ventura que j'aime bien, Whindersson Nunes. Parce qu'en fait, la comédie, je l'ai vraiment connue, c'était au Brésil. Okay. Je connaissais Gad Elmaleh, mais à l'époque, tu vois, au Luxembourg, c'est des comédiens, ça existe en France, ça existe en Allemagne, mais ici au Luxe, ça n'existe pas. Du coup, je regardais, mais sans plus. Au Luxembourg, tu n'avais que les 2 luxembourgeois, là, les Deschiot, c'est l'autre, là, je ne sais pas comment. Ils ont fait un comeback, là. Hein. Ouais, ils sont en train de revenir, là. Voilà, tu n'avais que ceux-là qu'on connaissait, mais à part ça, même eux, ils avaient un public cible. Oui. Voilà. Donc voilà, après, il n'y avait pas beaucoup, et après, tu t'es lancé sur le truc. Ouais. Et donc voilà, quoi. C'est un peu, comment dire, la motivation. Mais ouais, la motivation pour des personnes qui auraient aimé être là en train de le faire ou de le regarder, tu vois, c'est vraiment ça. Crois-moi, moi aussi, je l'aurais fait. Je te crois. Moi, je l'aurais fait. Franchement, les sketchs de Jamel, 100% de bouse, je peux te la sortir encore maintenant. C'est un truc, je l'ai saigné, ce truc à mort, mais vraiment à fond. En tout cas, voilà. Bref, avec tout ce que tu m'as raconté, avec la comédie et tout ça, tu t'es aussi fait le Mikesh Comedy Spot et le Mikesh Podcast Show. Explique-nous l'un, ensuite tu nous expliques l'autre, l'idée que c'est venu et comment ça avance pour l'instant. Le Mikesh Podcast Show, c'était pendant le Covid. Mikesh Podcast Show, ouais. C'était pendant le Covid. Il n'y avait rien. Comme il n'y avait rien, je me suis dit, putain, je vais faire un truc. Si je vais faire un truc pour les artistes. Viens, on parle un peu. Comment est-ce qu'on est devenu indépendant? C'est comment la vie d'artiste? Comment est-ce qu'on peut faire ça au Luxembourg et ça? Et de base, au début, j'avais 20, 30 personnes qui me regardaient, tu vois. Ok. Et ça, c'était la première édition. Ça s'est bien passé, c'était cool, c'était fun, quoi.
La deuxième édition, il y a Adolphe Lassalle. Adolphe Lassalle, c'est un grand producteur au Luxembourg. Les fameux gars, voilà, tu connais notre génération. Ah bah, tout ce qui se passe ici, il faut le savoir. Bah oui, mec. Les fameux gars, Reste bien mec, tout ça, c'est Adolphe Lassalle. Et lui m'a dit, écoute Mikesh, j'adore ton concept, j'aimerais qu'on professionnalise un peu le truc. D'accord. Moi, je te produis ta deuxième édition. Et moi là, ok, tranquille. Alors, je produis la deuxième édition et là, je ramène des personnes comme Toussaint Ambush, Don City Low, Justin Helen. Et là, quand je ramène ces personnes-là, le truc, il explose. En fait, tu as surfé sur la vibe des influenceurs qui... Exactement. Okay. Mais pas que des... Oui, les influenceurs m'ont beaucoup aidé. Par contre, j'ai aussi interviewé des personnes qui n'ont pas de plateforme, mais qui sont des artistes. Genre Antoine Leclerc, que dans l'improvisation théâtrale, c'est un des plus grands, mais personne ne le connaît, tu vois. Exact. Et moi, je veux aussi... Moi, je veux donner de la place à tout ce qui est Kunst heute zu Lützeburg. Et donc, voilà. Après la troisième édition, il y a LRB qui me contacte et ils me disent, écoute, ton concept, il est génial, viens, on le ramène à la radio et on le fait en live. Et moi, ok, et là, ça grandit toujours plus. Et là, on est à la 4e édition maintenant qui va commencer en octobre, pardon. D'accord. Et sauf que, malheureusement, pendant la semaine, j'arrive plus à tout gérer. Du coup, le podcast, il commence plus à être géré par mon équipe. Moi, je suis moins là. C'est eux qui gèrent le podcast. Moi, j'ai un peu plus en retrait. J'ai dû donner priorité à d'autres choses là. Donc, tu es devenu Jamel Debbouze, en fait. Un peu, ouais. Un peu. Parce que même dans le Mikesh Comedy Spot, je fais plus la comédie, je fais que maître de cérémonie, quoi. Je fais Jamel Debbouze, comme tu dis. Okay. Ouais. Explique-nous maintenant le Comedy Spot, ce que c'est. Comedy Spot. Alors, ici au Luxembourg, comme j'ai dit, tous nos précurseurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font une scène. Il y a un théâtre, tu vas et tu es là 1h30, 1h15, tu regardes ta comédie et tu vas à la maison. Ouais. Moi, j'ai voulu prendre un peu tout ce que j'ai vu outre-frontière. Du coup, le Mikesh Comedy Spot, c'est plus un événement que du stand-up comedy. Il y a quoi ? Il y a des artistes qui viennent, ils font un opening. Ça peut être un rappeur, un freestyler de foot, un cracheur de feu, Ouais, là, je vais avoir un duo d'accordéon. D'accord. J'adore. Et donc, eux, ils font le opening et le closing. Donc, il y a du show. Une fois qu'il y a le show, il y a 4 comédiens. J'essaie toujours d'avoir des locaux, sauf des fois, je suis limité. Du coup, je dois aller chercher un peu ailleurs. Mais voilà, 4 comédiens qui viennent. Ça existe en 4 langues. Tu l'as en luxembourgeois, anglais, portugais et français. Et donc, ils font le show. Après, il y a une petite pause entre chaque fois 30 minutes. Et en plus de ça, j'ai la chance d'avoir Pizza Hut avec moi, Restaurant Costco et Crocus Quest qui donnent des vouchers gratuits aux personnes qui viennent. Donc, si je ramène des personnes sur scène, ils reçoivent un voucher gratuit parce que on a rigolé avec eux, on les a mis unser Gedicht, entre guillemets. D'accord. Et voilà, donc, mis à part ça, il y a encore ça. Et en plus, ce qui est cool dans mon show, c'est que dans mon show, c'est filmé. Les comédiens ils reçoivent leurs vidéos de leur show qu'ils peuvent mettre sur leurs réseaux sociaux. Et à la fin, quand le show termine, il y a encore de la musique DJ jusqu'à 23h, 23h30, jusqu'à ce que la clientèle parte en fait. D'accord. Donc c'est vraiment réparti en plusieurs étapes. Ah, c'est cool. Le truc, on en a déjà parlé en privé, toi et moi, c'est que c'est toujours en semaine. Oui. Voilà. Est-ce que tu crois que si tu aurais fait ça le week-end, tu aurais plus de monde ? Écoute, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils préféraient le week-end parce qu'ils sont en famille. D'autres me disent qu'ils préfèrent en semaine parce que le week-end, ils ont d'autres trucs à penser qu'aller à un stand-up. Du coup, moi, je crois que c'est kiff-kiff, franchement. D'accord. Déjà, les jeudis, quand je le fais, on est quand même toujours full house. C'était que la partie anglaise une fois où il y avait moins de monde. Mais on est pratiquement toujours full house. Hein. Du coup, je sais pas te dire. Je sais pas. Donc, mais tu penses une fois le faire un week-end ou quelque chose ? Si je le fais un week-end, pas dans le concept Rive de Clausen, ça serait plutôt dans un théâtre alors. D'accord. Ouais.
Tu as aussi dit que tu fais ça sur les 4 langues, Oui. c'est-à-dire luxembourgeois, français, portugais et anglais. Oui. Quelle langue marche le plus, quelle langue marche le moins En termes de public ou en termes de... En termes de public. Alors, en termes de public, français et luxembourgeois et portugais, ça explose. D'accord. Anglais, j'ai plus de mal. Après, la question c'est mieux posée, comment est-ce que les tickets partent le plus vite? Alors, Ok. en luxembourgeois, les tickets, ils partent comme des petits pains. Et ça, j'ai une logique. Je crois que comme c'est tellement rare que tu as du stand-up comedy en langue luxembourgeoise, Mhm. et c'est limité à 75 places, les personnes, ils prennent direct leur ticket alors. D'accord, d'accord. En portugais, il y a de temps en temps, mais pas beaucoup. Et donc, quand il y a en portugais, ils prennent leur ticket aussi. C'est en deuxième place. Mhm. En français, c'est déjà un truc. Tu peux voir ça à Differdange, à Pétange, à C'est un peu Esch. partout. C'est un peu partout. Les tickets, ils partent les 3-4 derniers jours seulement. Ok. Et en anglais, voilà, je crois que c'est où j'ai le moins de sorties en fait. D'accord, d'accord. Bah, au moins, Ouais. comme ça, les gens ils comprennent un peu le concept de tout ça. Et avant de passer maintenant aux questions que je pose aux invités, il y a un truc que je dois te poser. Vas-y, déclenche. Xavier Buttel. Et... C'est quoi ces délires? T'écris sur ta biographie, Xavier Buttel m'a Bloqué. bloqué. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Xavier Buttel, c'est l'ancien Premier ministre qui est quand même dans la politique encore. Et explique-nous ça, parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question-là que je dois te poser. Bah, Xavier Buttel. Allez, on y va. En fait, à l'époque Covid, j'avais fait une vidéo de Xavier Buttel. D'accord. La vidéo, c'était où il disait « Écoutez, je vais jamais infliger ça aux citoyens luxembourgeois. Nous, Luxembourg, il n'y a pas moyen que ça arrive ici, etc. » 2 semaines après, il rentre dans un paradoxe et dans une contradiction où tout ce qu'il a dit « Je ne vais pas le faire », il l'a fait. D'accord. Alors, que ce soit bien clair, je ne suis pas en train de dire qu'il a mal fait, hein, parce que quand on est dans une pandémie, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quoi faire. En plus, c'était la première fois. C'est la première fois. Il n'y a pas de mauvais choix ou de bons choix. Sauf que moi, j'ai profité de l'occasion de faire un collage entre le paradoxe, quoi. Je comprends. Et cette vidéo, elle a explosé au Luxembourg. En plus, c'était en luxembourgeois, donc c'était très local. Tout le monde a regardé la vidéo à l'époque. Ok. Et après, il y a j'ai reçu plein de messages. Mikej, toi, t'es fou. Imagine-toi que Xavier Buttel regarde ça. Ça se fait pas. Hein, tu sais, j'ai reçu plein de messages où ils disent que je suis fou. Et moi, je me suis dit, tu sais quoi? Ça ferait un de ces coups de marketing que après ce hype-là, je mette blocked by Xavier Buttel sur Instagram. Après... Ah, t'es malade, toi. C'est le marketing. Après que cette vidéo est sortie, j'ai écrit ça. Et là, il y a mon profil Insta qui est partagé par centaines. Cookie blocked, il a été bloqué, il a été bloqué, il a été bloqué. Et c'était vraiment parfaitement au moment de la sortie de la vidéo, tu vois. D'accord, d'accord. Et là, ça, mon truc, il se partage. Et en fait, c'est là où j'ai gagné aussi. Mis à part tous les unique spots que je montre au Luxembourg, ça aussi, ça m'a beaucoup fait augmenter mes followers sur Instagram. D'accord. Et en fait, c'est ça l'histoire qu'il y a derrière, quoi. En fait, il n'y a rien entre vous. Il n'y a que dalle. Et est-ce que lui, il sait tout ça? Non. Par contre, j'aimerais beaucoup, et j'espère qu'il écoute ce podcast, faire un podcast avec lui. Et après, je peux enfin écrire sur Instagram Unblocked by Xavier Buttel. En tout cas, j'espère que ça arrive pour toi, parce que là, c'est vraiment un coup de marketing que tu as lancé là. Ouais. Chapeau. Chapeau, là. Bon, bref, on va revenir sur les 10 questions que je pose aux invités, ce qui est nouveau cette année. On va commencer par la première question. Comment concilies-tu tes différentes passions que tu as? Comment quoi, à nouveau? Comment tu concilies, tes différentes passions, c'est-à-dire la comédie, la pédagogie, le coach média et le guide touristique. Comment est-ce que tu arrives à les concilier tous ensemble?
Oui, en fait, j'ai eu beaucoup de... En fait, au début, moi, j'avais un CDI 40 heures et je faisais tout ça encore après. Donc, je travaillais 60-70 heures par semaine. Ok. Et ça a beaucoup affecté ma santé mentale et il faut vraiment parler de la santé mentale. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde, kan drona leiden. Tout le monde, vraiment tout le monde. Et moi, après, j'ai commencé à voir qu'en fait, je pouvais en faire un business de tout ça. Et donc, j'ai arrêté mon travail en tant que psychopédagogue pour l'État. D'accord. Et je me suis mis indépendant. Et là, aujourd'hui, j'arrive à tout concilier ensemble. Là, en ce moment, ça va tranquille. Oui, aujourd'hui, en 40 heures semaine, j'arrive à tout faire. Ouais. D'accord. Deuxième question. Quel est ton plus grand défi en tant que créateur de contenu? Mec, mon plus grand défi en tant que créateur de contenu, c'est de faire en sorte que ça puisse être un job au Luxembourg. Ok. Ça, c'est mon plus grand objectif. Ça existe au Portugal, en Espagne, en France, en Allemagne, partout dans le monde. Pourquoi pas au luxe? Ça, c'est mon plus grand défi. Encore aujourd'hui, j'ai parlé avec Lara Baradas et je dis son nom parce que elle aussi, c'est une deuxième personne indépendante créatrice de contenu au pays. Et on était ensemble au téléphone. Et ça, c'est notre plus grande lutte. Encore, elle m'a dit ça au téléphone. On n'est même pas en train de faire ça pour nous parce que nous, on va même plus vraiment croquer dans le gâteau. Mais les prochains, ils vont pouvoir croquer dedans. D'accord. Quand bien que tu parles de Lara Brad, à ce qu'elle réponde à mes messages, ce serait bien. Ah, tu l'as écrit. Ouais, on parlera de ça après. On parle de ça après, t'inquiète. En tout cas, big up à Lara. Yeah. Voilà. Troisième question. Comment tu choisis tes sujets, en fait? Dans la création de contenu ou... En général, tes vidéos, comment est-ce que tu vas chercher ça? Les spots, comment est-ce que tu les trouves et tout ça? Oui, alors, les spots, c'est... À un moment donné, en fait, j'avais une fois connu le château de Tourelbach. J'avais fait une vidéo du château de Tourelbach. Et cette vidéo, elle avait explosé. Avec mon ex-copine, à l'époque, on était à la Gaïalaya Brück. Okay. Elle avait explosé. Et après Zarbourg. Et ça, c'était eux qui connaissaient des amis qui m'ont emmené ou une copine. Et une fois que tout ça, ça a explosé, j'ai eu plein de retours des personnes qui disent « Tu sais qu'il y a cet endroit qui existe. Tu sais qu'il y a cet endroit. Tu sais qu'il y a cet endroit. » Et après, moi, j'ai pris ces endroits-là. Je suis allé me faire un week-end entre amis ou avec ma copine. Et une fois que ça s'est fait, je filmais. Et c'est comme ça que j'avais ces spots-là. Donc ça, c'est maintenant pour les spots. Après, je fais toujours attention à ce qui se passe au Luxembourg. C'est à la Schöberfo. Je fais du contenu Schöberfo comme un influenceur. C'est ce qu'il fait. S'il y a la nuit des lampions, alors c'est la nuit des lampions, blablabla. Blablabla. Donc tu fais un peu de... bref, tu fais un peu comme moi là. Ma langue elle a fourché là, je sais pas comment. Donc tu fais un peu comme moi, tu surfes un peu sur TikTok, Instagram et tout ça pour voir ce qui se passe un peu au Luxembourg et après tu te déplaces là-bas et tu fais tes spots là-bas en fait. Voilà, ouais. Okay. Ouais. Après je contacte toujours les personnes parce que voilà, pour faire ce truc sérieux, il faut aussi de l'aide. Par exemple, je vais pas dire le nom, mais je voulais filmer un endroit au nord et j'ai dit, la seule chose que j'avais demandé c'était 3 tickets, tu vois, gratuits pour filmer, faire la promo, pour que les personnes au studio centre connaissent. Et ils m'ont dit, ouais, on a déjà une équipe de filmage. Moi je dis, ok, pas de problème. Et tu vois, pour moi, déjà, je donne de la visibilité. La seule chose que je demande, c'est au moins donne les tickets gratuits, quoi, que je fasse. Voilà. Mais oui, c'est comme ça. D'accord. Parce que même en Allemagne, en France, ils me laissent entrer gratuitement pour que je leur fasse la pub aux Luxembourgeois, tu vois. Okay. Et c'est des fois dans le propre pays, on n'a pas encore cette open-mindedness de se dire ouais, vas-y, quoi, tu vois, ça n'existe pas encore vraiment. Donc en fait, tu utilises aussi en même temps ton image pour faire de la publicité pour les autres. Ah oui, absolument. Ça, c'est mon plus grand gagne-pain. Vraiment, où je fais de l'argent, c'est la publicité et les formations. C'est où je fais de l'argent. Entre maintenant, ce que tu gagnes, sans aller dans les chiffres, ce que tu gagnes maintenant et ce que tu gagnais avant. Alors, je gagne par mois 1500 € en moins. En moins. Mais tu as plus la liberté et tu fais les trucs que tu veux. Ma qualité de vie, elle a explosé. Et quand je te dis 1500 € en moins, j'ai encore un bon salaire. Pour te dire, j'étais A1 à l'État. Okay. Donc, j'ai un master à l'État. C'est un très bon salaire. Il
faut calculer ça moins 1500 et voilà. Ceux qui veulent savoir, ils font des recherches. Voilà. Bref, quatrième question. Quel impact souhaites-tu avoir sur la communauté? Écoute, mon impact vraiment, c'est déjà le harcèlement. Ça, c'est un truc vraiment, je veux que les personnes comprennent que ça n'a pas lieu d'être sur les réseaux sociaux et en dehors des réseaux sociaux. Ça, c'est une grande lutte aussi que j'ai comme impact. Deuxième truc, c'est voilà quoi, faire rigoler les personnes, leur faire sourire, leur donner un peu de joie. J'ai souvent des messages où ils me disent « Putain, j'avais un bad day, je suis allé dans ton truc, tu m'as mis un petit sourire. » Ça, c'est pour moi, quand je reçois ce genre de message, c'est une grande kiffance. Et après aussi, donc les unique spots, c'est écoute, notre pays est beau, les alentours de notre pays, pas que Belgique, Hollande, c'est beau. Viens, on va faire une petite kiffance en famille un week-end là-bas. Voilà quoi. D'accord. Ça, c'est les 3 impacts. D'accord. Bah, vu que tu parlais du harcèlement, comment gères-tu les commentaires négatifs et les critiques? Mec, ça c'est mon plus grand kiff en fait, parce que en fait ça c'est les vidéos qui explosent, c'est ça, c'est quand je réponds, parce que en fait moi je réponds d'une façon sans blesser. Sarcastique, mais à fond. Je blesse pas, je dis pas de gros mots. J'ai même dit plus de gros mots ici dans le podcast maintenant que dans la vidéo où je réponds au hate. Pourquoi? Parce que moi, comme je t'ai dit, je suis psychopédagogue. Et des personnes qui usent de se cacher derrière un écran pour écrire à quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose. Tu vois, on ne connaît pas le cadre familial qu'il y a derrière. On ne connaît pas tout ce qu'il a survécu par derrière, etc. Mais c'est blessant. Et des fois, même à moi, qu'aujourd'hui j'ai une grande carapace, ça me blesse quand même. Alors quand des fois ça me blesse, je me dis non. Là, je vais répondre, mais d'une façon sarcastique. Et ça, c'est les vidéos qui explosent après. Hein. Bah justement, ça, c'est tout à ton honneur aussi, parce que on peut le dire ici, on ne va pas dire son nom, mais il y avait pas longtemps, tu avais un podcast avec ta famille. Et par rapport à ça, il y a des gens qui ont agressé un peu ta mère, qui vient du ghetto. Parce que la maman. Bref, et tu as répondu à cette personne tout en étant courtois et sans le rabaisser en fait, mais tu étais courtois et tu as rabaissé. Je ne vais pas dire que tu as rabaissé, mais tu l'as fermé sans claquer quoi. Ok, je me rappelle plus ce que j'avais dit, mais ouais, cool. Ouais, c'était la vidéo, on parle après si tu veux, mais franchement, déjà que ta mère elle vient du ghetto, faut pas la chercher. Big up à maman, mais voilà quoi. Donc c'est avec cette vidéo, je pense que après tu l'as effacé, je pense. Non, c'est encore tout est online. Okay. Bon, bref. Avec tout ce que tu as vécu pour l'instant, on va plus parler sur la comédie. Quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué? Alors, dans la comédie, je dois être honnête, l'expérience qui m'a le plus marqué n'était pas au Luxembourg, c'était au Brésil. Comme j'avais dit, la Showcase m'avait donné 1 an pour rester. Et donc, j'ai organisé un grand show qui s'appelait Ciao Gringo à la prochaine fois. Okay. Et c'était mon show. Et j'avais pris des grands comédiens du Brésil. Et on avait fait un show devant 1250 personnes. Et c'était pour mon départ, tu vois. Et ça, c'était pour moi. Et ça va être difficile de battre ça. Peut-être en France, une fois, dans un grand théâtre. Mais ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. C'était mon adieu au Brésil. D'accord. J'ai quand même vécu 4 ans et demi là-bas en tant que comédien. C'est un truc de dingue. Et bien évidemment, ma toute première scène où j'étais pas comédien, et j'essaye pour la première fois devant aller avec 600 personnes, un truc comme ça. Ah, quand même. Et ça, c'était dingue aussi, quoi. D'accord. D'ailleurs, là-bas, je faisais des trucs comme ça. J'arrive au Luxembourg, le pays est plus petit, du coup, tout est plus petit ici aussi. Enfin, ok. Ouais. Voilà, c'est d'autres scènes. Ça va. 7e question, ce que tout le monde se pose, c'est quoi tes projets futurs? Les projets futurs. Est-ce que tu peux en parler? Parce qu'il y en a d'autres, tu ne peux pas en parler sûrement. Est-ce que tu peux en parler?
Non, je peux déjà parler sur des trucs qui sont signés. Par exemple, là maintenant l'année prochaine, j'ai Dubaï qui vient vers moi. J'étais à Dubaï un mois où j'ai fait ma carte de séjour qui m'a coûté une blinde de ouf. C'est cher de faire une carte de séjour, mec. D'accord. Et là, je fais un truc qui s'appelle Incubation. Incubation, c'est quoi? C'est le gouvernement de Dubaï qui m'a appelé pour travailler pour eux. Donc, ils m'ont un peu pris sous leur aile. Et en fait, je vais faire de la création de contenu là-bas parce que tout le monde connaît Dubaï. Tout le monde croit que Dubaï est un pays où est la capitale des Émirats. Et eux, ils veulent faire connaître les autres 6 Émirats. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des créateurs de contenu de chaque pays. Et donc, moi, mon devoir, c'est de faire connaître les autres Émirats, de faire de la création de contenu sur ça. Et toutes les formations psychopédagogiques que j'ai créées, parce que moi, j'ai créé 4 formations psychopédagogiques ici au Luxembourg. D'accord. Ils veulent que j'aille dans les unifs et dans les lycées aussi donner là-bas les formations psychopédagogiques. Ouais. Ah, ça c'est bien, ça je savais pas. Ouais. Je sais que tu étais porté à Dubaï, mais pour ces trucs-là, ça je savais pas. Et comment est-ce qu'ils sont venus pour te chercher, toi? Moi, j'ai justement demandé à l'agence. D'ailleurs, vous pouvez voir elle s'appelle Christine Agency Dubaï. Et elle avait mis, par exemple, Luxembourg dans la truc de recherche. Et elle a dit qu'il y avait quelques vidéos qui défilaient de moi. Okay. Et après, elle m'a contacté. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Donc, dû à tes influences, tes vidéos que tu as fait. Dû aux vidéos. D'accord. Ouais. Petite parenthèse avec ça. J'ai vu aussi que tu as modéré. C'était quoi le truc du jeu vidéo, là, il n'y a pas longtemps? Oui. C'était à Vienne. C'est Zero Latency, la réalité virtuelle. Voilà. Okay. Il y a eu le grand championnat européen. D'ailleurs, big up au Luxembourg parce qu'on est champion d'Europe dans la réalité virtuelle de Zero Latency du jeu Soul Raiders. Okay. Luxembourg est champion d'Europe. Et il m'avait appelé pour faire la modération parce que j'avais déjà fait la modération du championnat luxembourgeois l'année passée. Okay. Et donc, ils avaient bien aimé l'énergie. Et cette année, j'avais été appelé donc, pour faire ça là-bas. Et j'espère que l'année prochaine, je serai à nouveau dans le game. Normalement, oui, parce que l'année prochaine, le championnat d'Europe s'organise au Luxembourg. Donc, voilà quoi. Ouais. Si tu n'es pas à Dubaï. Si je ne suis pas à Dubaï, bien vu. Bien vu. D'accord. Mais sinon, un truc que j'aimerais dire aussi, on ne sait jamais, on ne sait pas qui va écouter. Mais j'aimerais beaucoup, un grand challenge que je me mets devant moi là, c'est de participer à un film, à un long métrage. Voilà. Je lâche ça comme ça. Adolphe, si tu entends. On sait jamais, parce que c'est comme ça que ça commence. La comédie, les films, après tu présentes les Oscars. On sait jamais. Le Film Prize. On sait jamais. Déjà que je vois que tu es aussi membre du LNA Awards. Oui, je suis jury chez LNA. Ouais. Voilà, donc on sait jamais. Ça commence tout petit. Voilà. Prochaine question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la création de contenu? Alors, si c'est un étudiant, vraiment le conseil que je lui donne, et ils vont dire « Oh, mais c'est une vérité », c'est fais l'école. Pourquoi? Parce que cette école-là, elle va t'aider à faire des vidéos. Et je dois expliquer pourquoi. Parce que sinon, il dit « Oh, les mathématiques vont l'aider à faire sa compta quand il sera indépendant. L'art plastique va lui développer la partie créative de son cerveau. Et on a besoin de l'art plastique pour être créatif pour les vidéos. Les langues, on est au Luxembourg. Souvent, on a besoin de sous-titres. Les langues vont l'aider à créer les sous-titres. Le truc TIC, TIC, c'est tout ce qui est informatique, voilà, va l'aider à connaître l'ordinateur, même à faire d'édition. C'est ce qu'ils font même de plus en plus dans les lycées, etc. Donc, tout ça fait en sorte, en fait, que chaque matière de l'école va être importante pour qu'il puisse faire ses vidéos. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment le premier conseil, c'est chaque matière va t'aider à faire ta vidéo. Même l'histoire. Moi, souvent, maintenant, j'ai fait des vidéos d'histoire et les personnes, elles adorent.
Là, quand je vais sortir des vidéos de Hermesin, etc., il y a des personnes qui me disent « Je ne pas de genre de blonden dat für Lützburg gemacht. Je ne savais pas qu'Hermesin avait fait ça. » Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce à l'histoire. Ouais, L'histoire, on apprend ça, mais après, on oublie. Et nous, après... Si t'es intéressé. Si t'es intéressé, exactement. Et donc, voilà. Après, deuxième truc, c'est si vraiment tu veux faire des vidéos, c'est ne réfléchis pas beaucoup. Fais-le, même si c'est pas cool, même si c'est merdique. Qualité de merde, vraiment là j'emploie ces mots parce que voilà, fais-le. Moi quand je vois mes vidéos il y a 3 ans, mec, moi je rigole. Et là je dois dire une phrase, si tu regardes une vidéo, tu fais une vidéo aujourd'hui, ça c'est pour le jeune, il fait une vidéo aujourd'hui, dans 1 an, il regarde sa vidéo à nouveau. Et si lui dit que la vidéo c'est de la merde, c'est hyper positif parce que c'est un signe d'évolution. Exact, ouais. Donc voilà, c'est tout ce que je peux donner dans le chemin, quoi. D'accord. Ça c'est bien à dire. Surtout le truc avec les matières, de développer ça comme ça. Je pense que tu es un des premiers que j'entends dire ça. Donc ça va. Prochaine question. Si tu devais choisir un mot pour définir tout ton parcours jusqu'à maintenant, ce serait quel mot? Ça serait couteau suisse. L'homme à tout faire. Multifonction, essayer de toucher un peu partout. Okay. Voilà, et à chaque fois, ouais, couteau suisse. Ouais. Couteau suisse. Ouais. D'accord, on va rester sur ce mot-là. Voilà. 10e question. Et là, tu vas te foutre dans la merde toi-même. Vas-y, déclenche. Nini Rodriguez, Et Kevin, ouais, Susana Coimbra ouais. ou Nekes Carvalho. Aïe. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ça c'est ce sont les 4 modérateurs que j'ai vus maintenant sur ton podcast show qui te remplacent. Ouais. Donc, si tu dois en choisir un seul. On va dire ça comme ça. En termes de quoi? En termes de modérateur ou behind the scenes? Modérateur. En termes de modérateur, je choisis Nini Rodriguez. Mais toujours avec une main chez Susana quand même. Susana, elle a une voix de pêcheur. Ouais. Mais j'adore mais ça. Mais c'est trop fort, elle donne le truc. Susana, je te connais pas, mais voilà. Non, ouais. Donc, en tout cas, voilà, c'est des props qu'on donne, peu importe qui c'est, mais voilà, c'est des gens qui ont quand même réussi à t'aider dans ton podcast quand tu pouvais pas ou quoi que ce soit. Mais il faut aussi leur donner, comme tu as dit, tu ouvres la porte aux autres gens. Ça, je pense que c'est c'est les premiers qui sont en train de faire ça, non? Oui. Voilà. Donc, faut aussi leur donner leurs props. Nini, je pense qu'elle a même modéré ton Comedy Spot, si exactement. je ne me trompe pas. Oui. Donc, le reste, ton frère, il est toujours avec toi, mais comme tu as dit, lui, c'est pas son truc. Ouais, lui, c'est derrière. Mais il faut aussi dire, hein, ceux qui sont derrière, ils sont tellement importants. Exact. Hein. On va leur donner un big props aussi à tous ceux qui sont derrière, parce que je vois le travail que c'est. Ouais. Toi, tu as une équipe. Moi, je suis tout seul. Ouais, c'est dingue. Ouais. Donc, au moins, ça va. Tant que ça avance, ça avance. Ouais. Avant de passer à la dernière question, j'ai une anecdote. Dis-moi tout. Quelqu'un me l'a donnée. C'est juste pour dire ça comme ça. L'année passée, tu as été au Loa avec quelqu'un. Tu voulais payer une bière à la personne. Et tu as oublié de payer. À chaque fois, vous vous en marrez. C'est quoi le truc? Mec, on était déjà, comment dire ça? On était alcooliquement de bonne humeur. On dit ça comme ça. Moi, je dis ça Australopithèque. Voilà, Australopithèque. Et je sais pas, moi, je prends les bières, hop, je donne la bière à cette personne en question et on se casse. Moi, dans ma tête, c'était payé, tu vois. Et après, je marche. Et après, je me dis, mais en fait, j'ai pas payé ça. Elle, comment t'as pas payé? Je dis non, j'ai pas payé. Alors on commence à courir, mais on est dans l'eau, on peut pas courir très loin non plus, tu vois. Mais voilà. Ouais, après, il y avait tellement de personnes. Je sais même pas si la personne elle a remarqué qu'on est parti sans payer. En tout cas, désolé Loa, je vous dois 9 €. C'était de la bière gratuite, crois-moi. Et voilà, cette personne aussi, elle a posé la dernière question. Et la question est, si un jour, ça ne marche plus en tant qu'influenceur,
est-ce que tu serais prêt à reprendre ton poste chez ton patron avec des horaires fixes? Ton patron ou plusieurs, peu importe, mais avec des horaires Peu fixes. importe le patron. Peu importe le patron. Est-ce que tu serais prêt à arrêter ça pour aller dans la vie moderne, on va appeler ça comme ça? Ouais. Bah, malheureusement, je sais pas si je serais prêt. Dire être prêt, c'est difficile, mais si je dois le faire, je dois le faire, hein, parce que quand même, il faut manger à la fin du mois. Exact. Et s'il faut manger à la fin du mois, voilà quoi. Après, j'ai un diplôme en psychopédagogie, c'est quelque chose que j'aime. Oui, je le ferai, mais ça serait vraiment difficile de changer de vie par rapport à ma vie actuelle. D'accord. Comme j'ai dit avant, je préfère gagner 1500 € en moins et avoir le salaire que j'ai avec ma qualité de vie que gagner 1500 € en plus et avoir un CDI 40 heures, quoi. D'accord. Une question qui rejoint un peu ça. Est-ce que tu as l'intention de faire ce que tu fais jusqu'à la fin de ta vie? Ou tu te dis, 45 ans, 50 ans, j'ai fait ma vie, je pars en retraite? Fin de ma vie, je sais pas, mais je me vois prendre une retraite vers 50 ans, comme ça. Dans 50 ans. Quand j'aurai 50 ans, pardon. Dans 50 ans, ça va pas aussi dire. Donc, tu vois quand même une fin avec ça où tu te dis, avec ça, Hal Job, mais tu gardes quand même le truc de Mikash Carvalho, le spot et tout ça, comme marque, on va dire ça comme ça. Oui, je me vois. D'ailleurs, tu sais, moi, avec 50 ans, je me verrais vraiment, pourquoi pas aujourd'hui, parce que c'est quand même des horaires fixes, mais présentateur télé, je me verrais bien. Tu vois, avec 40, 50 ans, c'est ce qu'ils font. Et moi, j'y crois, on se rêve, et ouais. Mais beaucoup plus tard, parce que là, j'aime beaucoup être ce couteau suisse, faire de tout, être un peu à gauche, à droite, je kiffe faire ça. Mais oui, avoir des horaires fixes aussi, peut-être une retraite de cette façon-là, en fait, tu vois. Okay. Mais ouais, voilà. D'accord. En tout cas, on arrive à la fin de ce podcast. Bah, 1 heure, hein, c'est beau ça, pratiquement. Ouais, c'est une bonne moyenne, on va dire ça comme ça. Et comme toujours, je laisse le mot de la fin aux invités. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens y prennent là? Bah écoute, moi déjà, un truc qui pourrait prendre avec eux dans le chemin, c'est de prendre exemple sur toi. On n'a pas beaucoup de podcasts au Luxembourg. Toi, tu as mis ça sur place. Et croyez en vos rêves, tout est possible. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Il y a toujours moyen. Au Luxembourg, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut aider. On a la chance d'avoir des endroits comme le Jugendinfo, des maisons de jeunes, tellement de trucs. Il y a tellement de trucs à faire ici au Luxe. Donc vraiment, croyez en vos rêves et big up à toi, big up au podcast. Merci pour l'invitation et continue comme ça, mec. Il faut aider, il faut push tout vers le haut, quoi. C'est ce que j'essaie de faire et merci pour l'effort en tout cas. Et c'était Bambouni, fait Let's Talk Different. Et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao. Let's Talk Different.